Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 98. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice assez élémentaire qui va nous permettre de faire un pas de plus vers de gros résultats en lien avec la théorie des développements en série de Fourier. Cette théorie, je vous l'ai introduite lors du précédent numéro du petit exo de colle, le numéro 97, que je vais vous mettre en description si vous voulez le voir ou le revoir, et éventuellement aussi voir l'exercice qui m'a permis d'amorcer toutes les choses que je vais vous raconter sur cette théorie. Aujourd'hui, on ne va pas avoir besoin de ce résultat pour pouvoir attaquer cet exercice. Tout ce qu'il va falloir avoir comme connaissance, c'est essentiellement des choses assez élémentaires en première année de classe préparatoire. Vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils pour attaquer cet exercice. La seule difficulté, je pense, c'est de savoir manipuler ou d'être capable de manipuler les différentes notations qui sont introduites ici. Je me permets de souligner que le résultat que nous allons démontrer aujourd'hui va être d'une importance capitale pour démontrer un gros théorème. Je peux parler aussi d'ailleurs de théorème fondateur de cette théorie des développements en série de Fourier. Il s'agit du théorème de Dirichlet. C'est un théorème qui permet de dire que la suite des fonctions Sn de f converge simplement vers f, sous certaines petites conditions, notamment le fait d'avoir une fonction continue de R vers R de pi périodique. Et c'est ce que signifie d'ailleurs cette notation. On en parlera à travers un futur exo de colle qui sortira d'ici les semaines à venir. Pour l'instant, on va attaquer donc cet exercice assez élémentaire, mais qui va être d'une importance donc capitale, comme je l'aurais souligné. Je vais me permettre de lire cet énoncé comme d'habitude. Bien sûr, je ne vais pas lire les formules de bout en bout, je vais simplement vous introduire les différentes notations. Donc pour f, fonction continue de R vers R de pi périodique, et pour n entier naturel, on introduit les notations an de f et bn de f, qui sont en fait les coefficients du développement en série de Fourier, et cette suite de fonctions Sn de f qui peut s'appeler une suite de développement partiel en série de Fourier. On introduit également une suite de fonctions appelée dn, qui va être en fait ce qui va former les noyaux de Dirichlet, d'où l'intitulé de cet exercice. Alors ici, je vais l'écrire au pluriel, puisqu'il s'agit d'une suite de fonctions. Mais généralement, ce qui nous intéresse, c'est la limite, quand n tend vers plus infini. Et donc, cette limite, essentiellement, c'est ce qui va être ce qu'on appelle le noyau de Dirichlet, donc cette fois-ci sans le x. Sachant que, en termes de série, ça diverge. Mais par contre, dans un autre cadre, si on travaille avec ce qu'on appelle les distributions, dans ce cas-là, on a tout à fait le droit, en tout cas sous certaines réserves, d'introduire la même notation, mais en travaillant jusqu'à une série qui tend vers plus infini. Bien, je dis ça entre parenthèses, on pourra en reparler davantage après. Et donc on va démontrer deux résultats liés à cette suite de fonctions. La première chose, c'est qu'on va simplement calculer et donner une expression un petit peu plus explicite de la fonction dn. Et puis ensuite, on va démontrer qu'en fait, il y a un lien avec les développements partiels en série de Fourier. En effet, ce Sn de f peut s'écrire comme, alors cette notation-là, cette écriture-là, ça peut parler pour certains d'entre vous qui ont vu des choses au-delà du programme de classe préparatoire. En fait, il s'agit d'un produit de convolution entre dn et f. Alors, à savoir que les produits de convolution, on peut les définir dans des cadres assez généraux. Bon, bien sûr, il faut quand même quelques conditions pour pouvoir correctement les définir, en tout cas en classe préparatoire, mais on peut aussi les définir avec un peu moins d'hypothèses dans un cadre de distribution, encore une fois, parce qu'en effet, étudier les noyaux de Dirichlet ou ces choses-là, c'est lié à en fait des calculs de distribution sur les fonctions, c'est quelque chose que l'on voit plutôt en première année de maîtrise là. Je ne vais pas en parler davantage, je vous balance simplement le mot pour vous permettre d'aller jeter un coup d'œil à ce que c'est, pour simplement vous dire que c'est des choses que vous avez peut-être déjà entendues, ou en tout cas vous avez déjà entendu parler sans savoir qu'il s'agissait d'une distribution. Et bien, par exemple, les fonctions Dirac, donc les fonctions delta de Dirac, sont en fait pas vraiment des fonctions, ce sont en fait des distributions. Des distributions essentiellement, pour la faire très très courte, même s'il y a vraiment beaucoup de choses pour pouvoir les introduire, pour la faire très très courte, c'est en fait une espèce d'opérateur que l'on introduit par rapport à une fonction et un calcul d'intégrale contre des fonctions qui ont une très forte régularité, généralement C infini à support compact. Voilà, ça c'est pour la faire très très courte, je ne vais pas rentrer dans cette théorie aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller jeter un coup d'œil, c'est toujours sympa pour alimenter votre culture mathématique personnelle. Bien, on pourrait également dire 2-3 trucs sur la fonction, sur la suite de fonctions des noyaux de Dirichlet. On pourra noter que ce sont des fonctions C infini, de pi périodique, paires d'ailleurs, ça va avoir son importance par la suite.
En tout cas pas aujourd'hui, mais ça va avoir de l'importance pour attaquer le gros résultat, le théorème de Dirichlet que j'ai mentionné tantôt. Et puis voilà, bon bah bien sûr on pourrait aussi s'amuser à voir un petit peu le comportement asymptotique de cette suite de fonctions dépendant de n, des choses comme ça, des calculs d'intégrale, bon bref. Il y a pas mal de trucs assez sympas autour des noyaux de Dirichlet. Si vous voulez en savoir davantage, bah, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil de votre côté. Aujourd'hui, donc, on va attaquer ces deux exercices. Et donc, bon, bah, c'est le moment de vous inviter à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous avez été capable de le faire. Je pense vraiment que c'est un exercice très élémentaire, à la portée de n'importe quelle première année de classe préparatoire, à condition qu'on ait vu des notions autour des calculs de somme, et puis quelques petites manipulations sur les intégrales, mais en dehors de ça, c'est vraiment à la portée de n'importe quelle première année de classe préparatoire. En tout cas, c'est mon avis. Alors je vais attaquer la première question qui est vraiment un incontournable, j'ai envie de dire, de la première année de classe préparatoire, savoir calculer ce type de somme. Ça, je pense que c'est hyper important. Alors, dn de u, je peux constater en utilisant les formules d'Euler que en fait le 2 fois cosinus de KU, je vais pouvoir l'écrire comme exponentielle IKU plus exponentielle de moins IKU. Et par conséquent, la somme, je peux la changer un petit peu et l'écrire sous la forme suivante, somme pour k allant de moins n à n de exponentielle IKU. IKU, ce sera mieux. Sachant que la valeur k égale 0, ça va donner 1, et ça va donner notamment le plus 1 qui se trouve ici. Alors bien sûr, il y a un 1 sur 2pi qui traîne, on va peut-être pas l'oublier, mais essentiellement, voilà ce qui va se produire sur le calcul de la somme. Je l'ai dit très rapidement à l'oral, je le répète, formule de l'air, d'accord, donc le cosinus, je rappelle que le cosinus de θ peut s'écrire exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2, d'accord, donc ça c'est la formule de l'air que j'ai appliquée, et puis bon il y avait un x2, donc du coup le divisé par 2 se simplifie, et puis là du coup on se retrouve avec une somme pour k allant de 1 à n des exponentielles IKU, et puis une somme pour k allant de moins n à moins 1 des exponentielles IKU. Quitte à faire un petit changement d'indice, k égale moins k par exemple, enfin quelque chose de ce style, j égale moins k ou quelque chose de ce style. En faisant ce changement d'indice, en effet on se retrouve avec ces deux sommes, et la valeur en k égale 0 s'obtient par rapport à ce plus 1 qui se trouve en aparté. Très bien, alors bon maintenant il faut avancer, ça c'est en fait une série géométrique, il faut constater ça. On va avoir 1 sur 2pi, somme pour k allant de moins n à n de exponentielle IU à la puissance k. Et là, quand on doit calculer des séries géométriques, il y a un truc important à constater. Que se passe-t-il si le terme ici vaut 1? Et ça, ça peut arriver si et seulement si le u, eh bien c'est 2pi, c'est un multiple de 2pi. D'accord? Donc, il y a quand même un cas à traiter tout de suite, c'est si u appartient à 2πz. Dans ce cas-là, les exponentielles IU valent tous 1. On aurait pu le constater dès le début, d'ailleurs, avec les cosinus. Cosinus de 0, ça donne 1, et on aurait pu aussi conclure très rapidement ici. Mais donc ici, on se retrouve alors avec une somme de 1. Il y a combien de termes dans la somme? Eh bien, il y en a moins... Alors, attention, il faut faire dans le bon sens. On a n moins n plus 1. Attention, il y a toujours un plus 1. Quand vous commencez à compter de 0 jusqu'à... Par exemple, si vous faites une somme de 0 jusqu'à 4, eh bien, vous avez 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, je me retrouve avec 5 termes. Ok? Donc, attention, il y a toujours un terme de plus à compter, toujours, et par rapport à la soustraction des deux... des deux bornes, si je puis dire, de ma somme. Donc ici, on a n moins n qui donne 2n, 2n plus 1. Du coup, ça va nous donner en effet 2n plus 1, puisqu'on a 2n plus 1 qu'on fait de termes dans ma somme, et tous les termes de la somme sont des 1. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un 2n plus 1, divisé par 2pi, ce qui donne bien le résultat qui est énoncé ici. Très bien. Maintenant, supposons que u n'est pas dans 2πz. Et là, on va arriver à une manipulation super importante. D'abord, on applique la formule des séries géométriques. Donc, on va se retrouver alors avec q puissance, le nombre de termes. Donc, on n'oublie pas d'ailleurs q puissance, le premier terme. Donc, on va avoir exponentielle de moins inu.
Et puis ensuite, fois exponentielle de i, et ensuite on met le nombre de termes. Donc 2n plus 1 u moins 1 sur exponentielle iu moins 1. Et donc on arrive maintenant à une manipulation super importante à savoir faire en première année de classe préparatoire, la manipulation de l'arc moitié. Car ici on va avoir un résultat réel, étant donné qu'on travaille avec des fonctions réelles. Donc ça paraît assez logique à partir de ce qu'on a là, d'essayer d'écrire tout ça sous la forme de fonctions qui sont à valeur réelle. Ici, on peut avoir un peu peur en voyant des fonctions à valeur complexe, mais en fait, il faut se rendre compte qu'on va pouvoir se ramener à des fonctions à valeur réelle, et c'est encore une fois grâce à des formules d'Euler, et notamment une opération hyper importante qu'on appelle l'opération de l'arc moitié. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va mettre en facteur la moitié de l'angle qui se trouve dans chacun de ces exponentiels. Ce qui va nous donner la chose suivante. Donc on va avoir 1 sur 2pi, exponentielle moins INU. Et puis en haut, on va donc mettre en facteur exponentielle IN plus 1 demi U, hein, donc c'est la moitié de 2n plus 1. Et en faisant ça, je vais avoir exponentielle de IN plus 1 demi U moins exponentielle de moins IN plus 1 demi U. Et en bas, on va avoir la même chose, donc on va avoir exponentielle, donc IU sur 2, exponentielle IU sur 2, moins exponentielle de moins IU sur 2. Voilà. Donc ça c'est l'opération de l'arc moitié, opération hyper importante quand on fait ce genre de calcul. Et donc maintenant il faut simplifier un petit peu toutes les exponentielles. Tout d'abord je vais simplifier toutes les exponentielles qui sont là. On a ici moins INU, ici on a moins INU, donc du coup ça avec ça, ça dégage. Et puis ensuite on a le U sur 2 qui va se simplifier avec le U sur 2 qui est ici. Donc au final, toutes les exponentielles disparaissent. Toutes les exponentielles ici ont mis en facteur. Et puis maintenant, le fait d'avoir fait cette arc moitié nous permet de nous ramener à une formule connue, encore une fois une formule d'Euler. Alors j'ai rappelé cosinus θ, je vais me permettre de rappeler sinus θ. Je rappelle que sinus θ c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et donc là ce que j'ai c'est exactement exponentielle iθ moins exponentielle de moins iθ. C'est exactement ça. Donc normalement ça va donner 2i sinus de l'angle qui se trouve dans l'exponentielle. Et pareil ici 2i sinus ce qui se trouve dans l'exponentielle. Ce qui va nous donner donc 1 sur 2pi 2i sinus n plus 1 demi u, et en bas 2i sinus u sur 2. En simplifiant donc les 2i qui apparaissent en haut et en bas de cette fraction, on se retrouve bien avec la formule attendue qui était énoncée au tout début. Et voilà, on vient donc d'effectuer, ou en tout cas de résoudre la première partie de cet exercice. Attaquons maintenant la deuxième partie, qui est un petit peu plus subtile, mais qui va se faire aussi de manière assez élémentaire. Vous allez voir d'ici quelques instants. Je vais effacer maintenant. N'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour au besoin. Vraiment, je pense que c'est un exercice hyper accessible. Hein. C'est vraiment le moment pour les premières années de classe préparatoire de suivre la chaîne, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Hop. Il faudrait que je essaye de donner plus d'exercices adaptés aux premières années de classe préparatoire, hein, je le sais. Mais voilà, donc bon, bah, là c'est l'occasion, hein, donc c'est un exercice vraiment qui peut se faire en première année de classe préparatoire. Il ne faut vraiment pas hésiter à essayer de le faire celui-ci. Donc, le 2, bah, c'est vraiment du calcul et de la manipulation assez élémentaire sur les sommes et les intégrales. Et il faut juste manipuler l'expression qui est en jeu. Hein, il n'y a vraiment que ça à faire. Donc, si je me lance gentiment dans le calcul, je vais avoir Sn de f de x. Qu'est-ce que ça va valoir? Bah, d'après la définition que j'ai posée, on va avoir A0 de f sur 2. Et puis ensuite, on a ces choses-là qui suivent. Donc on va avoir 1 sur 2pi, si je remplace, hein, intégrale de moins pi à pi de f de t cosinus 0. Donc ça donne ceci. Puis ensuite, on va avoir plus, alors je vais me permettre de l'écrire en dessous parce que je vais avoir de la place, somme pour k allant donc de 1 à n, donc des intégrales de moins pi à pi de f de t cosinus nt dt cosinus nx. Alors d'ailleurs, c'est pas des n, c'est k. On met k, voilà. Plus intégrale de moins pi à pi de f de t sinus kt dt sinus kx.
Alors d'ailleurs, petite remarque, si vous avez à écrire des formules aussi longues sur une feuille, sur une copie, un moyen de préciser que vous êtes en fait en train d'écrire la même ligne, c'est d'écrire un petit crochet à chaque fois que vous reprenez votre calcul. Et vous reprenez au plus ou au moins, ou enfin surtout quand c'est une somme, au plus ou au moins qui correspond, ou alors un fois si c'est un gros produit correspondant à votre expression. D'accord? Donc vous pouvez écrire des énormes expressions sur votre copie, et ces énormes expressions, si elles débordent la feuille, vous pouvez revenir à la ligne en ajoutant ce petit crochet pour signifier que c'est la suite de l'expression. Voilà. Sachez que c'est normalement la notation usuelle. Je ne dis pas que tout le monde fait comme ça, mais en tout cas, c'est normalement une notation, on va dire, de convenance, pour pouvoir dire qu'on revient à la ligne. Bien, c'est une petite parenthèse, si cela peut être utile. On continue un petit peu le calcul et on va essayer de mettre un petit peu en facteur pour pouvoir faire intervenir ce dn de u, car normalement vous devriez le sentir venir. Il doit bien, quelque part, d'une manière ou d'une autre, faire intervenir, on doit bien pouvoir faire intervenir ce dn de u. J'ai oublié d'ailleurs de mettre des 1 sur pi qui devaient apparaître dans mes calculs de AN, de AK et de BK de F. Donc voilà, là je les ai mis. Et je vais donc mettre en facteur 1 sur 2 pi pour l'instant. Et puis par la même occasion, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Comme ça au moins, c'est fait. Donc on va avoir 1 sur 2 pi, tac, intégrale de moins pi à pi, de f de t, et donc je vais me permettre de mettre cette intégrale, grâce à la linéarité de l'intégrale, en dehors de tout le monde. Le f de t, je peux le mettre aussi en facteur de tout le monde. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 1, plus, là il manque un 2, alors je vais mettre ce 2, donc il y a un 2 qui doit traîner, donc on va avoir un 2, fois la somme pour k allant de 1 à n de quoi? De cosinus kt, cosinus kx, plus sinus kt, sinus kx. Voilà, donc on va se retrouver avec ça. Pouf. Ce qui ressemble beaucoup à la fonction dn que j'ai introduite tantôt. Et puis là, on a une formule ici qui doit apparaître, que vous devriez sentir venir. C'est une des formules trigonométriques, cos A, cos B, plus sin A, sin B. Et bien c'est égal à cosinus de A moins B. Donc là, je vais avoir en fait tout ça, c'est en fait égal à cosinus de A moins B, donc c'est-à-dire cos kt, donc kt moins kx, et donc je vais avoir k fois... alors bien sûr, je peux choisir de mettre plutôt x moins t plutôt que t moins x, ça change rien, je vais le faire, puisque cosinus est une fonction paire, donc je peux écrire x moins t. Si cela m'arrange. Il s'agit juste de jouer avec la commutativité du produit, soit si vous le voyez comme ça, ou alors vous pouvez le voir en disant qu'en fait vous avez la parité du cosinus qui vous permet de dire que si vous aviez écrit la soustraction dans un sens, ça marche aussi avec la soustraction dans l'autre sens. Ok, alors maintenant je vais pouvoir remettre le 1,5 à l'intérieur, je vais laisser l'intégrale à l'extérieur et on va avoir une expression qui ressemble beaucoup à ce qu'on souhaite. Donc on va avoir f de t fois 1 sur 2 pi, d'accord, donc de 1 plus 2 fois somme pour k allant de 1 à n de cosinus k x moins t dt. Et donc là on voit en effet intervenir le dn calculé en x moins t. Donc on a en fait l'intégrale de moins pi à pi de f de t dn de x moins t. Le problème c'est que le x moins t n'est pas vraiment au bon endroit par rapport à l'expression qu'on souhaite obtenir. Eh bien qu'importe, on va faire un petit changement de variable pour faire en sorte que le x moins t soit au bon endroit. Ce qu'on va donc poser c'est u égale x moins t. On va faire un petit changement de variable tout gentil, linéaire, ok. Donc ça veut dire que du égale moins dt alors. Petite chose à vérifier aussi. Et donc ça veut dire que les bornes vont devoir être échangées. Donc si je remplaçais par pi, par moins pi, j'aurais x plus pi. Si j'avais remplacé par pi, j'aurais x moins pi. On inverse les bornes et on se retrouve alors avec intégrale de x moins pi vers x plus pi de f de x moins u. Puisque dire que u égale x moins t, si je fais une petite manip, ça revient à dire que t égale x moins u. D'accord, c'est la même chose. Et puis dn de u du. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on souhaite. Le problème, c'est qu'on n'a pas les bonnes bornes.
Comment on peut sauver ça? Eh bien on peut sauver ça grâce au fait qu'on travaille avec une fonction qui est 2π périodique. C'est un résultat hyper important qu'il faut savoir. Si vous avez une fonction qui est t périodique, faire une intégrale sur une de ces périodes revient à faire une intégrale sur n'importe quelle période. Donc c'est-à-dire si vous faites une intégrale sur x plus t, enfin, si vous savez que la période c'est grand T, et que vous faites une intégrale qui va de 0 jusqu'à x plus t, qui va de 0 jusqu'à t, c'est la même chose que faire l'intégrale de x jusqu'à x plus t, ce pour n'importe quel x. Ça se démontre assez gentiment avec des calculs de fonctions, des calculs de dérivés, si on part de la fonction elle-même définie par la primitive de la fonction que l'on souhaite. En fait, calculer l'intégrale de x à x plus t revient exactement à faire une soustraction entre les primitives calculées en x plus t et en x. Bon, bien sûr, le 0 se simplifie. Donc ça revient à faire ça grâce au théorème fondamental de l'intégrale, si vous voulez. Et en fait, on dérive ce truc par rapport à x, et en dérivant ce truc, on va se retrouver avec une dérivée qui va être nulle, étant donné que la fonction dont on est parti, la fonction primitive, enfin la fonction dérivée, donc, dont on a fait le calcul de la primitive, cette fonction-là, on sait qu'elle est t périodique. Voilà. Je l'ai dit très vite à l'oral, je vous invite fortement à l'écrire proprement de votre côté pour vous en convaincre. D'accord? En tout cas, peu importe la période, puisque ici, la fonction f, elle est 2π périodique. Et pas que, il en est de même pour dn. Donc dn et f sont tous deux 2π périodiques. Donc ça veut dire que le produit des deux fonctions est 2π périodique. Ce qui veut dire que là, on est en train de faire une intégrale sur une période d'une fonction 2π périodique. Donc, on peut faire l'intégrale sur n'importe quelle période. Et cela donnera le même résultat. Et ça nous permet de conclure le résultat que l'on souhaitait. Et donc de conclure l'exercice. Bon voilà, c'est un très joli exercice, encore une fois. Bon, très élémentaire certes, mais très joli dans sa manière de faire. Et notamment cette deuxième partie où il y a quand même cette petite subtilité sur les intégrales qui peut être sympa à rappeler, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se souviennent pas de ce genre de résultat. Bon, vraiment, n'hésitez pas à refaire la preuve de ce résultat que j'ai énoncé. Et d'ailleurs, je vous ai dit la preuve un peu à l'oral, c'est à vous de l'écrire maintenant. Donc voilà, je pense que ça peut vous aider énormément dans vos révisions en tant que première année de classe préparatoire, voire même pour les deuxièmes années qui ont des problèmes avec leur mémoire, ça peut arriver. Et donc avoir un petit rappel, ça fait pas de mal. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter autour de cet exercice, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo, par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!